mythique Petit Prince au mystère qui entoure sa mort en passant par son engagement dans la résistance, Antoine de Saint-Exupéry est un personnage fascinant, lui qui a disparu il y a 80 ans, en 1944. Et pour évoquer sa vie, son œuvre, Alain Vircondelet, l'un des plus grands spécialistes de Saint-Exupéry au monde. Bonsoir Alain Vircondelet, vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés à Saint-Exupéry. Le dernier, je le présente, il s'appelle Alain Vircondelet raconte Antoine de Saint-Exupéry, c'est aux éditions Alizio. Merci d'être avec nous, Alain Vircondelet. Déjà, tout d'abord, on va parler du Petit Prince, puisque tout le monde le connaît, ce célèbre livre. Le Petit Prince, l'un des livres les plus traduits dans le monde et l'un des plus vendus. Comment vous expliquez, à titre personnel, un tel succès depuis sa parution, je le rappelle, en 1943 aux États-Unis et en 1946 en France? Oui, certainement le livre le plus traduit dans le monde, le plus vendu dans le monde, le plus marchandisé du monde. Et on peut expliquer ce succès planétaire par le fait que ce qu'il y est dit, ce que raconte l'écrivain, c'est audible pour toutes les sociétés, pour toutes les civilisations, c'est audible dans toutes les langues, c'est audible pour tous les esprits, pour tous les humains finalement. Vous savez, il a écrit un livre qui s'appelle Terre des hommes, où il n'a fait aucune discrimination sur quiconque, et donc pour lui, la Terre était une immense planète ouverte, et donc ce texte-là, eh bien, il est offert au monde. Et je crois que les lecteurs qui ont acheté ce livre en quantité, eh bien, justement, c'est parce qu'il leur parle au cœur et à l'esprit, et en même temps dans toutes les langues. Et également, ce livre du Petit Prince, il était en avance sur son temps, sur certaines thématiques comme l'environnement et la protection de la planète, hein, par exemple. Oui, enfin, il est un peu utilisé un peu à toutes les sauces, hein, si j'ose dire, pour lui trouver une modernité essentielle. Oui, il y a toute l'histoire, évidemment, un peu de l'écologie. On y a un visage écologique du Petit Prince, mais il y a surtout l'idée de ce Petit Prince qui visite les planètes et qui visite des planètes où il y a de l'argent, où il y a du commerce et où il y a du consumérisme, etc. Eh bien, je pense qu'il y a une modernité là qu'il voit. Vous savez, Saint-Exupéry a toujours pensé que le monde allait à sa perte. Et c'est pour ça d'ailleurs presque qu'il a voulu mourir quelque part. Il pensait que le monde, justement, du fait de la robotisation et de la mécanisation et de l'industrialisation, eh bien, se perdait. Et donc le Petit Prince visite ces planètes où justement il n'y a plus d'espace pour l'émerveillement, il n'y a plus d'espace pour l'amour, il n'y a plus d'espace pour le vivre ensemble, et il rejoint et il s'en va d'ailleurs de cette planète, et il va retrouver son astéroïde où en fin de compte il est beaucoup mieux, considérant qu'il a fait une erreur justement de l'avoir quitté. Alain Vircondelet, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur la vie romanesque, hein, je le disais, d'Antoine de Saint-Exupéry directement, puisqu'il faut le dire, il a fait 50 000 métiers dans sa vie. Journaliste, par exemple, il a été également l'un des pionniers de l'aviation, Antoine de Saint-Exupéry. D'ailleurs, il se raconte un petit peu dans Le Petit Prince à travers cette activité Oui. de l'aviation, n'est-ce pas ? On peut dire, pour revenir au Petit Prince, que le récit est presque une autobiographie. C'est en tout cas une sorte de fiction personnelle, hein, et les repères sont énormes jusqu'à la rose rose aimée, à laquelle il avait dédié au départ ce livre, mais il a voulu le dédier à son ami juif parce que justement on se trouvait dans un contexte historique adéquat pour justement mettre en avant l'équation nazie, et donc il a évoqué aussi la femme qu'il aimait, hein, la rose du Petit Prince, et on va retrouver dans tout le récit des repères de toutes sortes, hein, des repères qui sont par exemple la rose de Consuelo, sa femme, qui est une salvadorienne, qui est malade, qui tousse, et on s'étonne, on voit que dans le récit, la rose tousse effectivement. Il y a des volcans, mais le Salvador où elle habitait est un pays de volcans. Il y a comment dirais-je, une rose qui est dépensière, oui, Consuelo était dépensière aussi, etc. Bref, il y a plein de repères Il y a comme plein de ça. repères.
Alain Vircondelet, justement, aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'était un homme très engagé pour la France, pour la liberté, Antoine de Saint-Exupéry. Il faut savoir qu'après l'armistice de juin 1940, il quitte la France pour New York avec l'objectif de faire entrer les États-Unis dans la guerre et il devient à ce moment-là l'une des voix de la résistance. Je dirais pas tout à fait ça, hein. Je dirais que effectivement, si Antoine est parti à New York, c'est parce qu'il y avait effectivement ce conflit et qu'il voulait justement y participer, et pensant que peut-être à New York, il pourrait faire venir les Américains dans la guerre. Mais ce qui montre d'ailleurs la grande voix qu'il était, la grande conscience nationale qu'il était à l'époque. Sauf qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Saint-Exupéry était face à De Gaulle et que De Gaulle tenait à être celui qui était le résistant et qui avait quitté la France pour Londres, etc. Et donc il y a eu entre les deux hommes une grande, je dirais pas querelle, mais querelle larvée en tout cas. Et De Gaulle n'a pas été très agréable avec lui et a tout fait pour justement étouffer sa voix. Donc on peut dire que Saint-Exupéry est un résistant, mais c'est un résistant ni de la dernière heure, ni d'opérette, comme il disait, en parlant de ses faux amis de New York français qui faisaient la fiesta à New York avec Greta Garbo et avec Marlène Dietrich et qui se retrouvaient, parce qu'ils étaient amis avec De Gaulle, résistants, mais résistants dans les loges de théâtre, comme il disait. Mais Saint-Exupéry était... Oui, et Saint-Exupéry, lui, était un résistant intérieur, de la vie spirituelle, en fin de compte. Et on ne lui a pas donné la possibilité de pouvoir exprimer justement tout cela. N'oublions pas, par exemple, que Saint-Exupéry, au moment où il était en pleine querelle avec De Gaulle a prononcé un discours aux intellectuels. Et pour les intellectuels, il a cité tous les grands intellectuels français et il n'a pas cité Saint-Exupéry alors qu'il était alors un des plus grands écrivains français. Ouais, c'est un autre chapitre effectivement de sa vie intéressant, Alain Vircondelet. Alors sa mort à Saint-Exupéry, elle est aussi romanesque. Le 31 juillet 1944, il disparaît en mer après le crash de l'avion qu'il pilote. Il décolle de Borgo en Corse pour une mission de guerre, de reconnaissance en vue du débarquement de Provence. Et pendant, alors là, 60 ans, il y a eu toutes les théories, parfois les plus folles, hein, autour de sa disparition. Oui, oui, on a même pu. Il avait beaucoup d'ennemis, hein, et des ennemis intérieurs, si j'ose dire, des ennemis de France. Les ennemis de France lui ont dit, on fait savoir, on fait comprendre, on fait entendre qu'il avait fui et qu'il était parti dans un pays d'Amérique latine, rejoindre un monastère. Enfin, on a fait toutes les théories les plus extravagantes. En fait, Saint-Exupéry est mort pour la France, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des rares écrivains français, justement, de ceux de New York, qui a été aussi loin dans le sacrifice de lui-même. Et il est tombé au champ de bataille, si j'ose dire. Il est tombé, il s'est abîmé dans la mer, il a disparu, un peu comme son petit prince, d'ailleurs, hein, qui disparaît lui aussi, et dans le cosmos. Eh bien, Saint-Exupéry disparaît de la même manière. Mais il n'y a pas de doute que Saint-Exupéry ait été abattu par un Allemand, évidemment, par un avion allemand. Voilà, effectivement, c'est l'une des principales hypothèses. Alain Vircondelet, une dernière question sur une phrase, moi, qui m'a marqué. C'est la dernière phrase écrite par Antoine de Saint-Exupéry dans une lettre qu'il a laissée juste avant de partir dans cette mission. Il conclut cette lettre en disant « Moi, j'étais fait pour être jardinier ». J'imagine que cette dernière phrase, elle vous va droit au cœur, à vous, le passionné de Saint-Exupéry. Parce que Saint-Exupéry disait aussi qu'il était fait pour être menuisier. Hein. Il lui disait qu'il était fait pour être charpentier, en fait, pour avoir justement une vie d'une grande simplicité et aussi une vie qui avait un rapport peut-être avec la chrétienté dont il s'était un peu éloigné et qui revient dans les dernières années de sa vie et particulièrement la dernière. Jardinier, eh bien c'est un peu Saint François, c'est charpentier, c'est un peu Saint Joseph. Vous voyez, il y a toute une histoire comme ça qui revient de souvenirs de l'enfance parce que la seule chose dont il est exilé, c'est véritablement de son enfance. Et des anecdotes comme celle-ci, il y en a beaucoup d'autres dans votre livre qui s'appelle Alain Vircondelet raconte Antoine de Saint-Exupéry. Je vous conseille vraiment de le lire puisqu'effectivement on apprend beaucoup de choses sur la vie de ce personnage fascinant. Merci Alain Vircondelet d'avoir été notre invité dans le 64 minutes. C'est moi qui vous remercie. Merci.